Côté patient, ce qui nous intéresse le plus, c'est vraiment d'avoir une expérience qui soit simple. Il faut que ça parle autant à un enfant de 5 ans qu'à une grand-mère de 120 ans qui doit réussir à se sortir. Parce que c'est ça aussi ce qui est beau avec la voix, c'est que ça va être un canal d'accessibilité et de simplicité. Maintenant, c'est vrai que c'est important aussi pour nous d'éduquer le patient. Donc par exemple, une des choses qu'on fait en bonne pratique, c'est qu'on prévient toujours le patient en amont qu'il va parler avec une IA. Parce qu'on n'a pas envie qu'il le découvre au bout de 5 phrases et qu'il se sente lésé. On lui explique qu'il va avoir une IA qui va échanger avec lui pour lui éviter de l'attente, pour lui permettre et on lui explique aussi tout ce qu'il peut faire avec, et ensuite il commence à échanger avec l'IA. Ce qui fait qu'en fait, quand le patient arrive avec cette perception-là, que déjà de 1, il peut parler dans le langage naturel. Et ça, c'est par ailleurs un peu contre-intuitif parce que souvent les patients, quand on leur dit qu'ils veulent parler avec une IA, ils ont tendance à donner le moins d'informations possible. Parce que c'est comme ça que ça fonctionnait avant, ils vont dire rendez-vous. Et en fait, très vite, nous on se rend compte dans les conversations, au fil de l'eau, ils comprennent que l'IA comprend beaucoup plus. Et du coup, ils commencent à vraiment déballer et à parler de plus en plus. Donc au début, ils disent rendez-vous. Et à la fin, ils sont en train d'expliquer non, mais j'ai vraiment besoin de ce rendez-vous parce que X ou Y. Enfin, je vous donne un peu des indications par rapport à mon problème, etc. Et c'est un vrai changement de paradigme dans la façon de construire les agents vocaux par rapport à il y a 3 ans. En fait, on voulait isoler un mot. Il y a quelques années, l'intelligence artificielle, c'était un sujet de laboratoire. Aujourd'hui, elle redéfinit la façon dont on travaille, dont on crée et même dont on pense. Mais derrière la technologie, il y a des femmes et des hommes, ceux qui osent l'intégrer, la comprendre et la transformer en valeur réelle. Bienvenue dans Generative Minds, le podcast de Colleague. Nous, c'est Jonathan Yana et Gary Rouche, les fondateurs de Colleague, une société qui accompagne les entreprises dans l'intégration de l'IA au cœur de leur processus et de leur croissance. Et chaque semaine, nous rencontrons les fondateurs, dirigeants et chercheurs qui construisent concrètement le futur avec l'IA. Leurs doutes, leurs choix, leurs réussites. C'est ici que les idées prennent vie. Bienvenue dans Generative Minds. Alors, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Generative Minds by Colleague. Aujourd'hui, on se retrouve avec Elliot et Hugo, fondateurs de Voca AI. Donc, il fait beau, il fait chaud, on est à Paris, tout le monde est de bonne humeur. Là, on est fin juin, c'est le début de l'été et c'est la saison pour parler des agents vocaux. Merci beaucoup, Hugo et Elliot, d'être avec nous aujourd'hui. Avec grand plaisir. Déjà, merci beaucoup de nous inviter, Gary et Jonathan. Je pense que vous êtes les premières personnes qu'on a commencé à voir monter une agence et se lancer à fond dans l'IA un peu avant tout le monde et parler d'agents. Donc, je pense qu'on est à fond dans le thème et c'est super sympa en tout cas de nous accueillir. Du coup, pour ma part, moi, je suis cofondateur de Voca. Je m'occupe plutôt de la partie business chez Voca. De base, j'ai un profil qui est plus business. J'ai étudié plutôt de la finance et de l'éco à Londres. Ensuite, je suis parti aux États-Unis. Pendant que j'étais en études, j'ai commencé à monter un projet qui ensuite est devenu un fonds d'investissement. On a commencé à bosser avec des startups. On a investi dans une dizaine de boîtes. J'ai fait ça pendant 2 ans. Avant ça, j'avais fait un peu du produit dans des autres boîtes et j'avais lancé pas mal de petits business à côté pour commencer un peu à découvrir le monde entrepreneurial. Et c'est vraiment ce qui m'avait fait kiffer, ce qui m'avait pris. Je sentais que c'était vers ça que je devais me tourner. Et donc, juste après avoir fini mes études, je suis parti à San Francisco. Et là-bas, j'ai rencontré Hugo. Hugo, je sais pas si tu veux te présenter maintenant. Yes, hello Jonathan et Gary, merci pour l'invite. Du coup, j'ai rencontré Elliot en fin d'études à San Francisco. Moi, j'avais un background plutôt technique, je faisais de la data science il y a longtemps en école. Ensuite, beaucoup de front-end, un petit peu de DeFi. Et là, je suis parti complètement en mode agent vocal avec Elliot, parce qu'on a vu la trend partir à San Francisco, notamment Vapi effectuer son pivot. Et du coup, on est parti en recherche entrepreneuriale sur ça pendant quelques mois. Et on a vite senti que c'était une des modalités qui allait bien marcher sur l'année 2024. Vu la taille des levées de fonds, toute l'attraction, quand il y a eu plein de boîtes de YC en 2024-2025, c'était clairement une des verticales les plus problématiques. Ouais, et ce qui était intéressant, c'est quand on est arrivé à San Francisco, on était en plein là-bas où tout le monde parlait on était il y a 2 ans, tout le monde parlait d'AGI de tous les côtés, c'était un peu le sujet. Et en fait, on se sentait, je pense tous les deux, qu'il y avait un vrai besoin d'applicatif à ce moment-là. Et la raison pour laquelle on a créé Voca, je pense, c'est on s'est rendu compte qu'il fallait que le vrai AGI, ça passait autant par des bonnes applications que par des modèles fondationnels. Et donc, l'objectif, c'était de chercher une application qui avait à la fois beaucoup de sens, à la fois un marché qui était énorme à aller disrupter et en même temps de la complexité pour qu'on puisse aller, pour vraiment y ait de quoi aller mettre du jus de cerveau pour aller régler des problèmes qui sont énormes et qui touchent l'intégralité de la planète.
Avant d'entrer du coup dans le cœur de la tech, tu peux nous expliquer, Hugo ou Elliot, qu'est-ce qu'un agent vocal exactement pour vous? Et comment ça se distingue d'un assistant vocal classique comme un Siri ou Alexa, bien avant voilà, l'arrivée des LLM et de ce qu'on appelle aujourd'hui les agents vocaux? Hugo, je te laisse l'honneur. Ouais, je pense que le concept d'agent, déjà, il est assez ancien, mais les premiers agents qu'on a vu bien fonctionner sont arrivés en 2022. Donc avec un framework, une instruction et ensuite une suite de décisions autonomes qui permettaient d'accomplir l'instruction. 2022-2023, je pense qu'en textuel, on a vu beaucoup de chatbots fonctionner, beaucoup de boîtes faire de support client en mode texte bien fonctionner, des gens qui faisaient des premiers workflows. Et du coup, un agent vocal, c'est accomplir une instruction, mais par la modalité de la voix. Donc c'est prendre les instructions par la voix et ensuite exprimer un feedback par la voix aussi. Et du coup, nous, on a décidé de l'appliquer à une verticale spécifique, qui est la santé. Et peut-être là, je te laisse, Elliot, un peu pitcher sur notre verticale. Ouais, ce qui était marrant, c'est donc comme je le disais, on sentait qu'on avait besoin d'aller vers une application qui faisait du sens. Et je pense que c'était hyper important. On voyait beaucoup de boîtes ASF qui se perdaient à faire des grands projets qui n'étaient pas nécessairement très appliqués ni très utilisés. Et on sentait un peu l'horizontalité qui peinait. Et du coup, on a commencé à chercher de la pain dans la rue, quoi. Et on a fait un tour de plein de magasins pour aller parler avec des gens de leur pain, de leurs problèmes à automatiser. On cherchait à la fois quelque chose qui était très réplicable, qui avait de la complexité. Et à un moment, on est rentré dans un centre de santé pour parler à la secrétaire. On a attendu 10 minutes. Et la raison pour laquelle on a attendu 10 minutes, c'est qu'elle a passé 10 minutes au téléphone. Elles étaient trois à l'entrée. Et elles n'avaient pas un moment à nous accorder. Et au moment où on rentre pour commencer à lui parler, on lui dit excusez-moi, est-ce qu'on peut vous demander un peu sur ce qu'on peut vous aider, sur ce sur quoi on peut vous aider aujourd'hui? Elle nous fait tout le temps non mais le téléphone, j'en peux plus. Attendez, faut que je reprenne le téléphone. Et c'est un peu comme ça, ça a fait direct une petite sonnette d'alarme dans notre tête. On s'est dit c'est vers ça qu'il faut qu'on aille. On comprenait pas exactement la peine et on allait la creuser, la chercher pendant un petit moment. Et donc aujourd'hui, on a vraiment compris ce qu'il fallait faire. Je pense au niveau de la modalité de la création de l'agent et un peu la valeur que tu pouvais apporter. Et l'idée, c'est d'aller chercher quelque chose qui va aller récupérer, en fait. Donc, nous, aujourd'hui, ce qu'on fait chez Voca, c'est qu'on fait des suites d'agents pour aller automatiser tous les problèmes administratifs. Et la première chose, c'est que tous ces problèmes administratifs, ils passent par des gens qui appellent pour les données, notamment que ce soit pour de la prise de rendez-vous, noter un retard, demander un document, etc., etc. Ces cas d'usage, on vient les identifier, comprendre en workflow avec le métier, les processiser, ensuite les intégrer et enfin les appliquer. Et ça, c'est vraiment ce qu'on fait chez Voca. On prend les problèmes et on va les automatiser pour en créer un produit qui fait sens et qui apporte de la valeur. Et on fait ça à fond dans le médical. Ok, génial, super intéressant. Côté business, je pense que c'est assez clair ce que votre vision et ce que vous apportez. Côté tech, du coup, j'aimerais bien savoir. Donc, on a parlé d'agents vocaux, on a expliqué comment ça marche, mais concrètement, qu'est-ce qu'il y a dans un agent vocal? Donc, quelle est la technologie en général qu'on utilise pour un agent vocal? Et peut-être si vous pouvez en discuter, quelle est la technologie que vous avez choisi de mettre en place? Ouais, bien sûr. Bah, la première question, c'est comment est-ce qu'on interagit avec? Et donc, on a vu beaucoup de personnes qui utilisent l'application ChatGPT en mode voice, donc là, qui sont directement sur mobile. Mais en fait, nous, on vient plutôt résoudre le problème de secrétariat qui sont encore tous au téléphone. Il n'y a pas d'appel VoIP, c'est vraiment des lignes de téléphone fixe. Donc, quand un patient appelle, on le connecte à un numéro virtuel et c'est là on fait intervenir notre agent vocal dans un serveur téléphonique. Donc concrètement, ça fonctionne avec une stack assez modulaire. Donc on traduit la voix en texte avec ce qu'on appelle un speech to text. Ensuite, il y a un LLM qui processe la demande de l'utilisateur. Et dernière étape, on traduit le texte en voix. Et donc, c'est l'étape de text-to-speech. Et après, donc, il y a plein de défis techniques avec la voix pour comprendre ce que veut l'utilisateur le plus clairement possible, en luttant beaucoup contre le bruit téléphonique, les problèmes de prononciation. L'audio de téléphone, c'est vraiment hyper dur à comprendre, même aujourd'hui. Quand vous êtes dans la rue, je sais pas si vous passez beaucoup de coups de téléphone, même avec des AirPods ou quoi, c'est dur de se comprendre. Donc, de le faire avec un agent vocal, il y a un gros défi technique, au-delà de le faire sur une page web ou sur un mobile. Ok, super intéressant. Donc en fait, la difficulté de passer du textuel au vocal, c'est notamment du coup, bah forcément les briques qui vont avec. Donc speech to text et text to speech, c'est ça. Et
Et comment vous faites du coup pour pallier à ces difficultés-là? Est-ce que vous arrivez à y pallier et c'est quoi les bonnes pratiques? Ouais, bah, du coup, déjà, il faut une conversation avec un agent vocal, c'est synchrone, donc il faut pallier à tout ça, en live avec le moins de latence possible. Parce qu'en fait, on pourrait avoir beaucoup de précision dans la réponse, mais on pourrait le faire très lentement, un peu comme quelqu'un qui réfléchirait bien, mais lentement. Donc le défi, c'est de faire tout ça très bien et très vite. Pour ça, il faut appliquer l'agent, faut utiliser des techs assez modernes. Donc par exemple, on peut pas faire ça en socket web traditionnel. Il faut mettre ça sur des serveurs web RTC qui permettent de transporter de l'audio proprement de l'agent au patient qui appelle. Et ensuite, c'est plein de petits tricks sur détecter quand est-ce que l'agent peut parler, comprendre quand est-ce que le patient finit sa phrase, par exemple. Et c'est beaucoup de réduction de bruit et de contextualisation. Qu'est-ce que pourrait signifier cette transcription? La question c'était, est-ce que il y a des limites aujourd'hui à l'IA vocale et quelles sont ces limites? Ouais, ouais, carrément. Aujourd'hui, donc quand vous testez l'application de ChatGPT en speech to speech, l'expérience elle est bluffante. Il y a plein de modèles qui sortent qui permettent d'introduire de l'émotion, des rires, moments de surprise dans la voix, et donc ça crée plus d'émotion. Et nous, comme on a un cas médical, on doit avoir beaucoup de fiabilité, de précision, aucune erreur dans le traitement de l'appel. Et du coup, toutes les tous les nouveaux outils qui permettent d'introduire de l'émotion, on peut pas trop les utiliser. Et aujourd'hui, c'est compliqué d'avoir une expérience très empathique et en même temps d'avoir un taux de succès de 100% sur tous les cas d'usage. Du coup, nous, l'agent vraiment qu'on veut atteindre, c'est un agent qui sait exactement quand parler et aussi quand potentiellement couper le patient. Un agent qui met exactement le bon niveau d'émotion par rapport à l'émotion du patient. C'est une transcription qui est tout le temps contextualisée sur le contexte médical. Par exemple, une secrétaire, quand elle décroche un appel traditionnel, on le sent pas trop, mais elle parle au-dessus de nous, elle acquiesce. Par exemple, on a des petits filler words qu'on appelle, on dit pour montrer que la ligne est pas déconnectée. Et tout ça, un agent vocal, il le fait pas sentir encore, mais ça va arriver assez vite parce qu'on peut le simuler facilement. Mais le défi, c'est de le simuler sans tomber dans la uncanny valley avec une sorte de robot bizarre qui nous parle au téléphone. Donc pour l'instant, on fait un workflow très fiable qui montre que c'est une IA et qui aboutit aux objectifs qu'on lui donne, quoi. Je sais pas, peut-être Elliot, t'as un autre point de vue sur les choses. Non, ouais, c'est exactement ça. En fait, au début, challenge avec Hugo, c'était de se dire comment est-ce qu'on fait l'IA la plus réaliste. Limite, on pitchait ça énormément. Comment est-ce qu'on fait l'IA qui ressemble plus à un humain? Et en fait, on s'est rendu compte que ce qui était important, pour l'instant, en tout cas dans nos use cases et dans, je pense, la plupart des use cases aujourd'hui en voice, c'est que tu veux pas nécessairement l'IA qui ressemble plus à un humain, mais tu veux l'IA qui a les mêmes outputs que l'humain, qui a le même taux de prise de rendez-vous, qui a le même, voire meilleur d'ailleurs, qui peut avoir un meilleur taux encore de résolution et de bien communiquer avec le patient sans frustration. Et aujourd'hui, en fait, les frustrations, ça peut être quoi? Ça peut être des répétitions, ça peut être des mots qui sont pas du tout compris. Et donc, nous, par exemple, une histoire assez marrante qu'on avait, enfin, on a eu plein d'anecdotes assez drôles, en fait, quand tu mets en place des modèles. Des patients qui appelaient, qui demandaient on travaille beaucoup avec des centres de radiologie. Et les patients appelaient pour demander des échographies mammaires. Et en fait, aujourd'hui, une personne, elle est contextualisée pour savoir que quand elle entend ma mère, quand c'est lié à échographie, c'est sûrement par rapport à la poitrine. Par contre, une IA, encore aujourd'hui sur la partie speech to text, donc pas trop sur la partie LLM, elle n'a pas encore ce contexte d'aller réfléchir au mot d'avant pour mieux comprendre le mot d'après. Et donc, ça arrivait très régulièrement que dans la transcription, on se retrouve avec IRM ou échographie mammaire MAMERE, que le LLM soit un peu confus et commence à lui demander mais est-ce que cet IRM est pour vous ou pour votre mère? Donc ces trucs-là, on doit à chaque fois les régler un peu à la main et c'est pour ça que ça demande énormément. En fait, on est dans un niveau aujourd'hui avec l'IA qui est assez perturbant, je pense. Pour tous les gens qui construisent avec, vous devez l'avoir tout le temps. C'est que le 90%, on arrive très facilement et en démo, c'est nickel. Et ensuite, quand on met le truc en prod, on découvre les 5% qui sont très compliqués à résoudre. Et c'est sur ça aujourd'hui qu'on va traiter. C'est sur les problèmes d'IRM mammaire, c'est sur les hystérosalpingographies, qui sont des mots qui sont incompréhensibles, qu'il va falloir aller chercher, qu'il va aller chercher pour une meilleure reconnaissance. C'est pour pas couper le patient, en même temps pas oublier les instructions, par exemple. Donc dans le médical,
on veut en même temps donner aux patients la possibilité d'interagir. Et en même temps, on n'a pas envie que s'ils coupent l'IA en plein milieu, où l'IA donne des instructions qui sont très précises, médicales et très importantes, que l'IA les passe. Et donc savoir quand est-ce qu'il faut passer le message et quand est-ce qu'on est obligé de reprendre l'information. Et ça, c'est pareil, énormément de choix, de choix d'expérience. Ok, super intéressant. Et peut-être pour finir sur la partie tech, après on passera plutôt sur d'autres parties de ce que vous faites. Mais est-ce que justement tu as abordé le real time? C'est un peu une révolution entre guillemets de ces derniers mois de aujourd'hui avoir des API disponibles où c'est plus vraiment du speech to text, ensuite un LLM qui traite, ensuite text to speech, mais on est vraiment sur audio to audio. Tu disais qu'il y avait certaines limites. Est-ce que tu peux peut-être en parler un peu davantage pour les auditeurs un peu? Ouais, bien sûr. Il y a 2 API, je pense, de speech to speech très performantes. C'est la Real-Time d'OpenAI et les derniers Gemini Flash. Ce qui est super, c'est qu'on a une transcription qui est tout le temps contextualisée sur le contexte. On se retrouve avec des latences plus faibles, en dessous de 800 millisecondes, environ 500 millisecondes. Nous, on les teste tout le temps. On pensait quand on a lancé la boîte, on pensait que la stack REN passerait au speech to speech les langues en dehors de l'anglais. Là, quand on fait nos tests, que ça soit en anglais ou en français, on fait des workflows un peu complexes, donc des conversations qui ont environ 20 tours de parole, donc entre 10 et 20 prises de parole de l'IA et 10 et 20 prises de parole du patient. Ces LLM-là, ils peuvent vite se perdre, faire des erreurs dans le function calling. Le contexte, même si on le compresse, il reste vraiment très peu, très très peu en tête. L'autre erreur aussi dans la voix, il y a quand même des artefacts, un peu comme des premières API de voix très réalistes. Elles ont mis du temps avant de se débarrasser de se débarrasser de 100% de leurs artefacts. Aujourd'hui, elles sont performantes, mais je pense que les speech-to-speech, encore plus en multilangue, il faut leur laisser encore 6 mois, 1 an avant de les voir en production. Là, clairement, on peut les mettre en production sur des use cases très simples où on passe des messages de façon empathique. Et je pense qu'il y a plein d'apps, notamment je pense des apps de santé mentale, typiquement, ça peut être des API vraiment top pour commencer. Mais toutes les applications qui requièrent de la fiabilité, ça me paraît impossible à mettre en production aujourd'hui. Merci beaucoup pour ces infos, Hugo. Petit retour donc sur la partie plutôt cas d'usage, use case de Voca et déploiement vraiment voilà de l'IA vocale. Donc je pense que je m'intéresse plutôt à toi, Elliot, pour ça. C'est quoi aujourd'hui du coup les cas d'usage les plus porteurs pour les agents vocaux? Donc sur quelle industrie tu penses? Enfin, hors Voca, je parle de manière générale de ce que vous voyez sur le marché. Et ce serait quoi donc un exemple concret d'intégration aujourd'hui de Voca chez Moi, un je les client? mettrais un peu en 3 catégories. Je pense que la première catégorie, c'est toutes les tâches répétitives. Et donc là, c'est un peu la catégorie dans laquelle on appartient et qui sont énormément, où c'est énormément de questions-réponses. Ça peut être aussi, voilà, en fait, tout ce qui est lié à donner de l'information de manière récurrente, répétitive à d'autres personnes. Deuxième, c'est aussi tous les cas d'usage dans lesquels aujourd'hui, la voix n'était pas un moyen qui était viable économiquement, mais qui est très intéressant. Par exemple, nous, ça va être parfois d'aller rappeler des patients en suivi. Aujourd'hui, de faire ça avec, pour certains centres, le coût de mettre une secrétaire pour rappeler les patients après une opération ou avant un examen pour aller leur expliquer toutes les démarches qu'il va suivre pour que le patient soit rassuré. Économiquement, ça valait pas le coup. Quand ça te coûte 2-3 euros du temps secrétaire, un faible taux de Par contre, quand on peut se dire que c'est une IA qui peut le faire, ça devient tout de suite plus intéressant. Et il y a énormément de cas d'usage comme ça où on peut le faire pour la santé mentale. Donc il y a des boîtes qui le font où en fait ils créent des agents vocaux qui peuvent en continu, en supplément d'un psychologue par exemple, aller échanger avec le patient pour toujours récupérer ces informations. Il y en a dans... Et ensuite, les troisièmes, c'est un peu ce qu'il y a de AI enabled, donc dans lesquels on peut avoir des petites conversations euh, avec certains sites internet, avec certains... voilà, enfin, nous, par exemple, au bureau, ce qu'on voit dans la voice, qui est hyper intéressant, tout le monde dicte tout. Et même avec ChatGPT, on peut, à chaque fois, dès qu'on a un problème, une question, on met les écouteurs et on peut échanger avec lui pour tout ce qui est productivité, pour vraiment un accompagnement. Et ça, je pense que l'usage consumer d'utiliser l'IA pour aussi réfléchir à haute voix, c'est des usages qui sont hyper intéressants. C'est un peu je pense, les trucs qu'on voit le plus, c'est soit en intégré, soit en remplacement, soit en addition.
Moi, c'est comme que ce soit au téléphone ou quand on code, quand on écrit, quand on fait un mail, on pense plutôt de façon non linéaire, avec plusieurs pensées en parallèle. Et du coup, la voix, ça permet de bien transcrire ça, surtout s'il y a un coup de transcription précis et puis un coup de LLM qui permet de structurer un output. C'est hyper bien. Je sais pas si vous utilisez Willow ou quoi pour coder, pour faire les mails. Ça permet de gagner beaucoup de temps et d'oublier aucun élément, beaucoup plus que juste typer directement les choses. À l'écrit, on est forcément un peu flemmard. L'oral et de l'autre côté, il y a Jean-Louis de Gladia qui à chaque fois explique, je me rappelle plus exactement de la stat, mais en fait, en 1 minute de temps, juste avec notre voix, notre ton, nos petites intonations, les petits mots qu'on dit en plus, et cetera, on donne on donne au moins 2-3 fois l'output qu'on est capable de structurer à l'écrit. En y comptant la réflexion, en y comptant le fait de se recorriger, de penser à la grammaire, l'orthographe, Ouais. l'ordre des mots, et cetera. Le débit qu'elle écrit. Mais je voudrais revenir plutôt sur la partie vraiment user et produit. Produit final, donc votre expérience client, ça se passe comment? Arrive facilement à parler à une machine, enfin une IA, ou faut vraiment éduquer les users et leur dire je suis une IA vocale. C'est quoi vraiment les tips pour bien intégrer un agent, on va dire, et que ça se passe bien avec le end user? Côté patient, ce qui nous intéresse le plus, c'est vraiment d'avoir une expérience qui soit simple. Il faut que ça parle autant à un enfant de 5 ans qu'à une grand-mère de 120 ans qui doit réussir à se sortir. Parce que c'est ça aussi ce qui est beau avec la voix, c'est que ça va être un canal d'accessibilité et de simplicité. Maintenant, c'est vrai que c'est important aussi pour nous d'éduquer le patient. Donc par exemple, une des choses qu'on fait en bonne pratique, c'est qu'on prévient toujours le patient en amont qu'il va parler avec une IA. Parce qu'on n'a pas envie qu'il le découvre au bout de 5 phrases et qu'il se sente lésé. On lui explique qu'il va avoir une IA qui va échanger avec lui pour lui éviter de l'attente, pour lui permettre de et on lui explique aussi tout ce qu'il peut faire avec et ensuite il commence à échanger avec l'IA. Ce qui fait qu'en fait, quand le patient arrive avec cette perception-là, que déjà de 1, il peut parler dans le langage naturel et ça, c'est par ailleurs un peu contre-intuitif parce que souvent les patients, quand on leur dit qu'ils veulent parler avec une IA, ils ont tendance à donner le moins d'informations possible. Parce que c'est comme ça que ça fonctionnait avant, ils vont dire rendez-vous. Et en fait, très vite, nous, on se rend compte dans les conversations, au fil de l'eau, ils comprennent que l'IA comprend beaucoup plus. Et du coup, ils commencent à vraiment déballer et à parler de plus en plus. Donc au début, ils disent rendez-vous. Et à la fin, ils sont en train d'expliquer non, mais j'ai vraiment besoin de ce rendez-vous parce que X ou Y, voilà, je vous donne un peu des indications par rapport à mon problème, etc. Et c'est un vrai changement de paradigme dans la façon de construire les agents vocaux par rapport à il y a 3 ans. En fait, on voulait isoler un mot. Je pense, voilà, la première, c'est cette partie-là. La deuxième, c'est vraiment d'aller apporter de la clarté dans la conversation. Donc, d'aller toujours, en fait, expliquer un peu aux patients ce qui doit se passer dans la suite. Et c'est n'importe quel humain, en fait, quand il mène bien une conversation, notamment une secrétaire, en fait, elle mène toujours la danse. Et on s'en rend pas bien compte avant d'avoir essayé de répliquer ce que la secrétaire dit. Donc c'est toujours être proactif dans les cas d'usage que la personne peut avoir en amont. C'est voilà, toujours proposer un peu l'alternative. Et donc c'est un peu ce côté-là, cette idée de nudge le patient, donc c'est-à-dire de lui proposer la prochaine étape. Et on va dire qu'ensuite la troisième, c'est le montrer au patient qu'on le comprend. Et ça se passe aussi dans la conversation. Ou même si on essaie vraiment d'apporter de la fiabilité, donc on apporte de récent, en fait, on va construire des workflows qui sont spécifiques à chaque spécialité, à chaque type de pratique et parfois même à chaque centre et même chaque clinique, hôpital. On va vraiment toujours reprendre le contexte, donc ce que dit le patient, pour lui faire comprendre qu'il est compris, il avance dans la bonne direction et en fait qu'il est vraiment en train de faire passer une conversation où on a suivi tout ce qu'il a dit depuis le début. Et ça, je pense que ça marche, je pense que les hommes le font pas assez, en général. Et ça, c'est des choses qu'on peut en plus apporter à l'IA pour apporter une satisfaction encore plus forte aux patients. En fait, on essaie de montrer beaucoup de présence dans l'appel. Une autre feature auquel je pense là comme ça, c'est qu'au bout de plusieurs secondes de silence du patient qui réfléchit ou qui pense qu'il n'est pas vraiment en interaction, il y a une relance de l'agent en mode mais qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que je peux vous aider autrement? Et à la fin de chaque accomplissement d'objectif, il faut demander s'il y a autre chose, un autre souci, parce qu'il y a beaucoup d'appels qui ont plusieurs objectifs, prendre un rendez-vous pour un enfant, pour le parent et au passage demander un renouvellement d'ordonnance. Et tout ça, du coup, il faut réussir à accomplir de façon séquentielle en relançant bien le patient. Question là-dessus pour répondre, Hugo. Vous l'intégrez comment ça sur un
un agent vocal? Enfin, c'est vraiment dans ton prompt, tu mets repose cette question à la fin de chaque étape et réutilise tout ce qu'il t'a dit au début, ou c'est quoi un peu le flow, on va Bah, il y a beaucoup de en effet, il y a beaucoup de prompting, mais en vrai, c'est très insuffisant pour pour arriver à fiabilité. En fait, c'est vraiment une suite de workflows. Donc dès qu'on a accompli un workflow, on peut passer à un autre et ils sont suggérés automatiquement. Donc c'est plus du code finalement que du prompt et on a choisi de faire une approche, plus fiable, en fait. OK, super intéressant et donc pour revenir sur ce qu'on se disait sur le fait que les agents vocaux peuvent être, assez réalistes, ouvertes, mais selon vous, est-ce qu'un agent vocal peut devenir trop humain? Et où est-ce qu'on trace la ligne entre assistance et illusion? Illusion de, en fait, vous parlez à un humain, mais c'est pas le cas. Je pense que quelque part, bon, même si parfois c'est un peu embêtant d'avoir cette régulation, mais la régulation de l'AI Act, etc., qu'il faut toujours peut-être annoncer en amont quand on va parler avec un assistant virtuel, elle est assez importante. Je pense que assez rapidement, à mon avis, dans les prochains. Je pense que déjà aujourd'hui, on a passé l'étape où la majorité des humains, sur des conversations simples, ne peuvent pas faire la différence entre une IA qui parle et un humain qui parle. Alors peut-être que nous, on a des oreilles un petit peu aiguisées à ce niveau-là, et sur des conversations qui sont complexes, ça se devine. Mais d'ici 6 mois, 1 an, on ne pourra pas faire la différence. Donc ça, enfin, je pense, en tout cas, j'en suis convaincu, et je pense que la plupart des gens aujourd'hui, ils le savent. Et je pense qu'au contraire, donc il faut vraiment en faire une force. Continuer d'éduquer le patient sur le fait qu'en fait, toutes ces enfin, tout justement, ces assistants IA, ils sont là pour assister, pour simplifier, pour être disponibles et pour ajouter quelque chose que l'humain ne peut pas faire, pour en fait rompre la barrière du temps, qui est la barrière la plus forte, et d'offrir tout le temps une assistance complète. Et je pense que ça va porter sur tous les secteurs. Je pense que vous avez parlé là récemment avec, sur un des autres podcasts, avec la personne qui faisait ça pour la psycho. Euh, Ouais. c'est incroyable de dire qu'on a toujours une oreille à l'écoute pour en psychologue, d'avoir toujours une oreille pour son support client, d'avoir toujours une oreille à l'écoute de son médecin. Enfin, c'est des choses qui sont incroyables et qui vont pouvoir en fait décupler le temps et la productivité et l'output. Je pense, ça s'en rendre compte assez vite. Ça rejoint un peu l'utilisation augmentée, on va dire, des applis iOS, enfin, avec pouvoir commander quand tu veux à manger, avoir à manger quand tu veux, avoir tes courses quand tu veux, avec Getir, avec Uber Eats, Deliveroo, enfin voilà, ça rejoint un peu tout ça. On augmente vraiment, on va dire, chaque aspect et on voit plutôt l'IA comme un service au final. Enfin, ça devient vraiment un service. Je pense que la direction de la technologie, on commence à digitaliser tous les services possibles, à la Je fois. pense que t'as tout à fait raison, et même nous, on s'en est rendu compte dès le départ, quand on a lancé un peu la boîte avec Hugo, que notre manière de vendre le produit, enfin en tout cas le manière dont nos clients l'achetaient, ils l'achetaient vraiment, ils le comparent avec un service. Et ça, c'est quand même très nouveau, je pense, dans le milieu de la tech, où les clients te comparent avec un télésecrétariat externalisé. Et ils disent, on veut te payer à l'output, on veut te payer à la valeur. Et en fait, c'est hyper intéressant d'un point de vue de technologie, qui est ce shift, que les gens arrivent à voir déjà maintenant, que en fait, l'IA et en général la technologie apporte vraiment une valeur qu'on peut aujourd'hui matcher avec celle d'un humain sur des tâches précises. OK. Super intéressant et pour rejoindre du coup ce qu'on se disait, Elliot, tu parlais, du fait que dans 6 mois, les IA vocales seront encore plus réalistes. Si on se projette carrément à dans 5 ans, pour toi et pour vous, Hugo également, comment vous voyez le monde, dans 5 ans par rapport à l'IA vocale et peut-être même, vu que vous êtes dans ce milieu, dans cette industrie-là, l'IA de manière générale? Ouais, nous, on considère qu'on est limite plus dans l'industrie de la santé que que de l'industrie du vocal. Et ça, je pense que c'est aussi une mauvaise perception de la plupart des entrepreneurs, je pense, qui se lancent dans la voice, et même des clients parfois quand ils achètent de la voice. C'est que quand tu fais Calendly, ça n'a rien à voir avec celui qui est en train de créer la fourchette et celui qui crée Doctolib. Et pourtant, les trois, c'est de la prise de rendez-vous en ligne. Et qu'à la fin, c'est quand tu lances une boîte dans l'IA vocal, tu crées une boîte de workflow et de compréhension. Et donc, c'est pour ça, juste pour reprendre un peu ta question, le vocal, c'est une modalité qui est incroyable et on est, entre guillemets, vocal first aujourd'hui, mais c'est pas notre objectif de faire que du vocal. Maintenant, si on reprend sur ce côté-là, Hugo, je sais pas si tu as des réponses sur ce côté-là déjà. Ouais, en fait, finalement, nous, la vision moyen-long terme, c'est plus un secrétariat augmenté, où le téléphone est une des pains les plus fortes aujourd'hui sur le secrétariat médical. Il y a beaucoup de choses dans l'accueil du patient, dans la facturation, sur l'email aussi qu'on découvre petit à petit.
et tout ça va être automatisable petit à petit par l'IA. Nous, on sait que le browser agent, là, c'est le prochain truc qu'on veut vraiment attaquer, qui va probablement débloquer des use cases. On attend de les voir encore. Mais typiquement, ça va plus être d'imbriquer tous ces workflows sur ces différentes modalités, la vision de la boîte, que continuer à pousser dans un anthropomorphisme bizarre au téléphone. On pense qu'on peut faire juste les choses de façon plus efficace. Et pour reprendre un peu ta question, donc, je pense, nous, la manière dont on voit un peu l'avenir, en tout cas l'avenir en santé, peut-être l'avenir sur l'IA en santé, c'est que on considère qu'on est vraiment dans le business de créer de la workforce, de créer du travail, en fait, créer du travail à faible coût pour, en tout cas dans quelques années, on va être en abondance, et ça dans toutes les industries, y compris celle de la santé, on va être en abondance d'intelligence, en abondance de travail. Et ça va être une première dans l'histoire, et dans quelques années, enfin déjà on va commencer à le ressentir, et je pense que dans 10 ans on le ressentira encore plus, que le fait de faire des actions, le fait de réfléchir, de mettre des choses à un endroit, de les découper, de les replacer, ça va devenir gratuit. Et donc la seule chose dont on aura besoin, c'est des gens qui vont pouvoir communiquer, décider comment allouer et superviser. Et c'est en ça que nous, en tout cas dans notre industrie, c'est ça qu'on veut aller apporter. C'est une layer qui va aller spécialiser, donc comprendre ce dont il y a besoin, offrir une couche d'observabilité pour qu'en fait le médecin, quand c'est un cabinet, ou les directeurs, quand c'est un centre ou un hôpital, puissent jouer avec et décider comment va se comporter leur IA. Et une couche d'intégration, parce qu'on peut avoir la meilleure intelligence du monde, mais si elle fonctionne pas sur les systèmes, ça va pas fonctionner. Et donc je pense que là, dans les 5 prochaines années, il va y avoir des milliers d'entreprises qui vont se créer des agents spécifiques, intégrés, spécialisés dans toutes les industries, et que toutes les industries seront en extra du travail qu'ils ont à faire aujourd'hui, et pourront vraiment recréer un surplus de main-d'œuvre dans un métier où il y aura besoin de contact, d'apporter de la décision, etc. Comme par exemple le métier médical, où en fait on pourra jamais remplacer une secrétaire qui vient, on pourra jamais remplacer une secrétaire qui fait de l'accueil, qui amène, qui aide le praticien quand il est en surcharge. On pourra, à ce niveau-là, on pourra jamais remplacer une infirmière qui va s'occuper du patient et qui va lui faire sa piqûre et le rassurer quand il sera pas bien. On pourra jamais remplacer le médecin qui va aller annoncer la mauvaise nouvelle au patient, ou une bonne nouvelle, ou en tout cas aller pousser le patient lorsqu'il fait pas les choses qu'il devrait. Mais par contre, tout le reste, le travail derrière ça, il sera automatisé. Et ça dans toutes les industries. Très clair. Merci beaucoup. Tu m'as dit du coup toutes les industries, mais je reviens un peu sur une question qui est du coup, si tu devais faire autre chose que vocal aujourd'hui, c'est quoi l'industrie que tu irais attaquer en premier, on va dire, si tu devais lancer un agent vocal? Me replacer, je pense que les sujets, je pense que la logistique, c'est vraiment un sujet qui est passionnant. Et aussi, peu regardé, il y a les boîtes comme Happy Robot qu'on suit beaucoup aux États-Unis, qu'on trouve hyper intéressantes et dans leur exécution et dans le marché. En fait, la supply chain et la logistique, ça fait vivre l'intégralité de l'économie. Tout transite par des gens qui s'appellent, qui envoient des choses, qui négocient du broker, qui ont des soucis à ce niveau-là. Et je pense qu'il y a un vrai challenge d'aller créer des plateformes qui permettent d'aller faire et de la prédiction, et de la facilitation, et de l'intermédiation, et tout ça par de l'IA, pour un secteur comme la logistique. Mais je sais pas, toi, tu es dans quelle Ouais, industrie? Happy Robots, c'est une boîte qui nous inspire énormément parce qu'il y a le côté, il y a plein de demandes. En gros, ils sont multimodaux. Il y a de l'appel, il y a de l'email pour obtenir des quotes au niveau du freight forwarding. Mmh, Ça permet en gros il y a un côté de plus commercial parce que ils donnent des prix à des commerciaux et il y a beaucoup d'automatisation du travail parce que clairement aller chercher des prix dans un Excel ou dans un TMS un peu compliqué, c'est pas le travail le plus high value du monde. Donc, nous, on n'a pas attaqué la santé en mode voice par opportunisme. On est juste allé sur le marché le plus gros et qui semblait le moins automatisé, parce que c'est là où on pense qu'on va trouver le plus de pain et qu'il va pouvoir apporter le plus de valeur. Mais opportunistiquement, ouais, la logistique, c'est un endroit hyper intéressant. Il y a un vrai côté commercial quand quelqu'un appelle à un freight forwarder et il y a aucune raison qu'il ne souhaite pas obtenir le prix. Et l'intégration est aussi dure. Enfin, je pense qu'en gros, il y a un côté, je pense que toutes les personnes qui travaillent dans des industries comme ça, on est quand même hyper versatile pour naviguer entre les outils, et faire un agent aussi intégré verticalement, c'est super dur techniquement actuellement. Faut tout coder.
Alors que nous, sur une interface web, au téléphone ou quoi, c'est hyper dur de remplacer quelqu'un. Donc, bah, c'est aussi pour ça qu'on pense que faire de l'agent en mode horizontal, faire logistique, et santé en même temps, par exemple, c'est vraiment impossible d'apporter, toute la valeur pour remplacer du travail humain. D'accord. Maintenant, bah, si on peut revenir un peu sur, la partie, conseils. On arrive un peu à la fin de nos questions, là, on a fait un peu le tour. Pour les auditeurs qui aimeraient aujourd'hui se lancer dans le domaine de l'IA vocale ou de l'IA de manière générale, c'est quoi vos conseils, pour un développeur, un software eng ou un entrepreneur aujourd'hui plutôt côté business? Je pense que le premier, c'est d'aller vraiment chercher un cas d'usage niché. Donc, c'est-à-dire un cas d'usage qui est bien défini, qui est clair et dans lequel il y a de la douleur. Et la douleur, c'est très important. On a tous les 2 bossé sur plein d'autres projets avant, qui la douleur était pas immédiate. Et l'avantage quand on est entré sur un secteur comme, celui sur lequel on est, c'est quand tu parles à un centre, il souffre du coût que ça peut avoir pour lui. Nos clients, ça peut être, des centres d'imagerie, des cliniques, des centres dentaires qui peuvent dépenser des centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros sur de l'appel. La douleur, elle se fait ressentir au niveau de la secrétaire. J'ai eu des secrétaires qui m'ont dit, je cite: «Je me réveillais la nuit en sursaut en entendant la sonnerie du téléphone tellement il sonne». Donc la douleur, elle est extrême, elle est intense et en même temps, la douleur niveau patient, elle est là enfin, tu as quand même aujourd'hui 70 des rendez-vous en France qui sont pris au téléphone. Hem, Quand tu es une personne âgée qui est ou même quand tu es juste une personne qui a un centre qui est pas sur la prise de rendez-vous, pas avoir quelqu'un qui te répond, pas avoir de réponse, c'est extrêmement frustrant, surtout pour des problèmes graves. Et donc je pense qu'on a la chance d'avoir cette triple douleur qui est, incroyable parce qu'on a l'impression de vraiment, régler des problèmes à différents niveaux. Donc j'irais vraiment dans un truc clair, défini, niché avec de la douleur. Ensuite, j'irais vraiment dans une industrie qui paraît pas trop évidente, dans le sens où, hem, pas aller vers du consumer, c'est un entre même s'il y a un regard du consumer et cetera, ça c'est juste en tout cas moi, ma perception, quand même très sympa de bosser dans du B2B où en fait tu peux très vite comprendre, segmenter ta base client et ensuite le consumer peut venir au fur et à mesure, on peut arriver mais servir le B2B c'est quand même très intéressant de compréhension d'un enjeu, clair et ensuite, j'irais chercher je me dirais pas que c'est trop simple. Il peut avoir cette perception, je pense quand on est extérieur au business et en plus quand on est bon dev, de se dire, «Trop bien, ça en 4 jours je le fais» et c'est pas le cas. Franchement, nous ça fait 1 an qu'on est dessus, 1 an et demi et on découvre tous les jours des nouveaux edge cases, on découvre toujours des nouveaux use cases, des nouvelles spécialités médicales, des nouveaux workflows et c'est passionnant et donc en fait, faut vraiment aller gratter au-delà de la surface pour comprendre, c'est quoi la complexité produit, comprendre la peine et comprendre ce qu'on peut aller. Il y a 1 trilliard de coûts administratifs qui partent dans l'administratif de la santé. Ce serait bien que si on pouvait s'en débarrasser d'au moins 5 ou 600 millions, 500 ou 600 milliards. 1 trilliard, c'est un tiers du PIB de la France, donc si on arrive à créer cette valeur-là, ça devient pas mal et à ce moment-là, je pense que les émissions grossiront encore plus. Et c'est tout ce qu'on vous souhaite. Où est-ce qu'on peut vous suivre, découvrir vos cas ou entrer en contact avec vous si, des gens qui cherchent à trouver un job, voilà, si vous recrutez, si, on veut échanger avec vous sur ces technos, on peut vous trouver où? Alors Hugo habite au 38. Hem, non, non, vous pouvez me trouver bien sûr sur LinkedIn avec nos noms. Mon email, c'est Elliott, ELIOTT @voca.ai. Il y a un L, il y a 2 T. Tout le monde se trompe, donc faites gaffe. Et on recrute vraiment. C'est une mission qui est incroyable. Aujourd'hui, on est une petite équipe de 10 et si vous voulez commencer et construire le futur de l'IA en santé et de la plateforme qui va permettre de changer la manière dont on va interagir avec nos cliniques, vraiment n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail. On cherche des gens qui sont entrepreneuriaux, motivés, des très bons vendeurs, des très bons ops et des très bons devs. Donc nos inbox sont ouverts et on recrute tout de suite. Génial. Et pas à nous suivre sur Twitter aussi, on met, des bêtises un peu tous les jours, sur ce qu'on découvre et LinkedIn Très aussi. actif en ce moment, toi, hein. On essaie de reprendre l'activité. On va Vous regarder pouvez ça. suivez Hugo. Suivez Hugo avant. Génial. Et si est-ce que vous avez un guest à recommander, pour Generative Minds sur l'IA, du coup? Pas forcément vocal, mais, quelqu'un que vous aimeriez recevoir et Ouais, en France ou n'importe où? en France pour l'instant. Bah, vous avez qu'à parler, il est souvent en France, Alex Berkowitz, qui fait une boîte, IA pour gérer les KYC et AML pour les industries financières. Donc lui, il est typiquement dans une industrie qui est
immense, un peu boring et en même temps très intéressante. J'ai d'autres et une boîte aussi en santé qui est hyper intéressante, c'est Vera Health et je trouve que c'est vraiment génial ce qu'ils font. Ils s'attaquent aussi à un problème qui est la documentation et un peu faire le ChatGPT des médecins. Donc c'est un peu consumer, mais hyper intéressant, sur lesquels vous pouvez les regarder ou même en santé encore, là j'y pense, il y a Hermine Tranet de Clarity Care qui fait, des prior authorization avec de l'IA et qui doit avoir plein d'histoires, sympas à expliquer de comment vendre dans les cliniques, américaines et les déploiements et cetera. C'est des sujets qui sont super intéressants, surtout dans ces métiers où on est dans du 90 et apprendre à régler le 10, c'est passionnant. Génial. Merci beaucoup les gars pour votre temps, c'était super. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Vous venez d'écouter Generative Minds, le podcast de Collègue. Si cette conversation vous a inspiré, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode autour de vous. Chez Collègue, nous accompagnons les entreprises pour intégrer l'IA au cœur de leur processus métier et leur performance. Merci de votre écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode de Generative Minds.